Alors le Mexique, effectivement, connaît actuellement une situation de violence extrême. C'est pas nouveau. Ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on a une violence en constante augmentation. Mais il y a 12 ans, en plus, on a déclaré une guerre contre les drogues qui s'avère totalement catastrophique, qui a tendance à atomiser le milieu narcotrafiquant, à multiplier finalement les cartels, se révèle en tout cas totalement contre-productive, et qui a surtout pour effet d'avoir fait exploser le nombre d'homicides au Mexique. Alors évidemment, tous ces homicides ne sont pas dus à la guerre contre les drogues et à la violence des narcos eux-mêmes. Mais on a coutume de dire, même si les statistiques ne sont pas toujours très fiables à ce niveau-là, que ça représente évidemment l'essentiel, que ce soit des morts directes liées au narcotrafic et à la lutte contre le narcotrafic, ou créées par ce climat de violence dans lequel on a vite recours aux situations les plus extrêmes, quelle qu'en soit la raison. Donc on a un pays qui actuellement a cumulé en une douzaine d'années au moins 300 000 morts à peu près dû à la lutte contre les drogues. C'est en termes de lutte contre les drogues probablement le pays le plus affecté par cette violence. C'est au tournant des années 70-80 qu'on voit réellement le narcotrafic devenir un problème majeur, notamment du fait de l'introduction de la cocaïne colombienne qui va créer une vraie révolution dans le narcotrafic mexicain. Le Mexique devient ce qu'on va appeler le trampoline mexicain, devient une étape clé dans le fait de fournir le marché américain, avec des revenus extraordinaires qui sont propres au trafic de la cocaïne, et donc des conflits extrêmes à l'intérieur des cartels mexicains pour savoir qui pourra s'accaparer ces bénéfices. Au Mexique, on n'a pas, en fait, comme en Colombie, on réduit souvent le narcotrafic colombien à la figure d'un Pablo Escobar. Il y en a évidemment d'autres, mais le fait est qu'on a eu un parrain dominant et d'une ampleur exceptionnelle qui a géré le trafic colombien pendant une quinzaine d'années. Au Mexique, en fait, on a eu une succession de parrains, certains renommés, d'autres moins, qui dominent le trafic, ou en tout cas essaient de le faire pendant un certain nombre d'années, avec des parcours souvent très courts, qui dépassent rarement les 5 ans, parmi lesquels, évidemment, on pourrait citer par exemple El Chapo, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. On a encore une fois toute une succession de parrains, sachant que les carrières sont courtes, souvent violentes, se terminent soit par la mort violente, soit par une extradition aux États-Unis, un emprisonnement pour des périodes extrêmement longues. Alors après plus de 20 ans de guerre, effectivement, du narco ou contre le narco au Mexique, c'est devenu une composante essentielle du quotidien mexicain. Ça apparaît dans le vocabulaire, ça apparaît dans les moyens d'expression publique des narcos qui étendent des draps dans les rues pour communiquer entre eux, pour communiquer avec les autorités. C'est devenu une réalité et souvent tragique pour énormément de gens. On s'exprime entre autres au travers d'exécutions qui sont toujours mises en scène et destinées encore une fois au public, aux adversaires, quels qu'ils soient, autorités ou cartels rivaux. C'est devenu une part fondamentalement de la culture mexicaine. Il faut aussi savoir qu'il y a des millions de gens qui en vivent. Ça a développé ce qu'on appelle une sous-culture narca qui s'exprime à travers des saints, à travers un vocabulaire, des moyens d'expression, des chansons populaires. Donc ça fait partie, c'est malheureusement une composante essentielle du Mexique actuel.